voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus ingénieux des complots, les technocrates. Imaginez, la démocratie dans laquelle vous pensez vivre n'est qu'une illusion. Les élus qui sont censés vous représenter ne sont que des marionnettes d'un théâtre qui ne dit pas son nom. Une caste de l'ombre, formée de froids techniciens et ingénieurs, concentre les prises de décision et manipule les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies. Bureaucrates aveuglés par la seule logique comptable et technique, ils sacrifient tout pour leur idéologie mortifère et déshumanisée. Avec le chiffre et la statistique pour langage, ils tissent leur toile partout dans le monde. À leurs yeux, nous ne sommes que des données qu'il convient d'ajuster, et s'il le faut, corriger. Leur objectif, la dictature technocratique. Catastrophe climatique, guerre, tout est bon pour enfoncer le clou de leur domination et justifier l'établissement de leurs lois coercitives. Les technocrates, c'est l'occasion pour Tous Parano d'évoquer l'imprégnation de notre société par la logique technicienne et la peur de la fin des démocraties. Je veux signaler une arrestation arbitraire. Vous allez voir le bureau des réajustements, qui est à notre service. Oh, mais j'y suis allée au bureau des réajustements. Oui, et ils m'ont envoyé ici pour avoir le formulaire 303. Avez-vous le reçu d'arrestation? Oui, Est-ce qu'il a le tampon? le tampon. Non, il n'y a aucun tampon sur cette feuille. Alors je vous donnerai le formulaire 303 quand vous aurez le tampon. Et où est-ce que je l'aurai, ce tampon? Eh bien, au bureau des réajustements. Tous parano. Pour comprendre comment les technocrates se seraient accaparés le pouvoir dans l'ombre et comploteraient contre nos intérêts, commençons par tenter de mettre du sens derrière les mots et de définir un petit peu ce terme. La technocratie est d'abord une théorie réelle et pas forcément complotiste, plus ou moins utopique, visant à établir un pouvoir des techniciens. Mais d'où vient cette utopie, si tant est qu'un monde dirigé par des techniciens puisse en être une? Eh bien, nous avons de la chance parce qu'en France, nous sommes un peu les champions dans le domaine. Notre pays est, comme qui dirait, le berceau de la technocratie. Alors j'imagine que tu veux évoquer les débuts des grands corps d'État établis sous la royauté au XVIIe par Colbert. Bah oui, Colbert, le contrôleur général des finances sous le règne de Louis XIV, qui a créé le corps des ponts et chaussées en 1716, par exemple. Le corps des ponts et chaussées, c'est un groupe d'ingénieurs au service de l'État royal qui a été responsable de la construction des routes, des ponts et de toutes les voies de communication à l'époque. Et ça va être le début d'une tradition nationale. L'État va continuer de se doter d'une foule de techniciens. S'en suivront donc ensuite la formation des grands corps d'État, le génie maritime, l'école centrale des travaux publics en 1795, qui deviendra ensuite l'école polytechnique. Alors on ne l'appelle pas encore comme ça, mais c'est un ordre technocratique qui se constitue. Une administration pléthorique, dominée par ces ingénieurs, se met en place et elle produit une masse considérable de travaux écrits qui seront lus, annotés et archivés. Circulaires, instructions, demandes et plans dans le sens descendant, rapports, devis et justificatifs dans le sens ascendant. Puis, cette rationalisation technique se poursuit dans d'autres domaines. Apparaissent le Conseil d'État, la Cour des comptes, là on est sous Bonaparte. Ensuite il y a les mines, l'inspection des finances, et à cette époque on n'est pas encore dans le complot, personne ne suspecte ces proto-technocrates de vouloir prendre le pouvoir. Et non pas encore, mais c'est la race des ingénieurs élevés par et pour le pouvoir qui naît durant cette période. Et il faut bien comprendre que c'est vraiment dans l'esprit du temps. La technique devient omniprésente dans la nouvelle ère industrielle qui s'ouvre et il en découle qu'il vaut mieux laisser la gestion de l'État à des experts et à des techniciens. Ouais, c'est vrai. Et celui qui va être un peu le théoricien de cette approche nouvelle de la politique, c'est Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon. Il est philosophe, militaire et économiste. Il va d'ailleurs passer à la postérité avec ce qu'on appelle le saint-simonisme.
Son idée, c'est de passer de ce qu'il appelle l'âge théologique et féodal à l'âge qu'il nomme positif et industriel. Pour Saint-Simon, il est question de favoriser une nouvelle aristocratie basée sur les compétences et non sur la naissance. Il propose donc un changement profond et préconise une société fraternelle dont les membres les plus compétents, industriels, scientifiques, artistes, intellectuels, ingénieurs et économistes, auraient pour tâche d'administrer la France afin d'en faire un pays prospère où régnerait la solidarité, l'esprit d'entreprise, l'intérêt général, la liberté et la paix. Que c'est beau. Mais tu dis la France, mais il va plus loin, car Saint-Simon imagine déjà une structure européenne dirigée par ses techniciens pour mener le continent vers un avenir radieux, simplement guidé par la raison et la science. En 1820, Saint-Simon publie l'ouvrage intitulé « L'organisateur », dans lequel il fait apparaître une des premières propositions d'organisation du pouvoir clairement technocratique. Il imagine un parlement non élu composé de 3 chambres. Une chambre d'invention, composée d'ingénieurs et d'artistes, une chambre d'examen, composée de savants, et une chambre d'exécution, comprenant des représentants de l'industrie. Cette volonté de faire primer la technique et l'industrie sur le politique et le social, eh bien c'est au cœur du saint-simonisme. Alors même si Saint-Simon s'est fait un nom et que sa pensée a suscité un intérêt réel chez ses contemporains, elle mettra finalement presque un siècle à sortir du bois et devenir une force politique concrète. Ah, enfin une conspiration des technocrates ? Mais pas encore exactement, mais on peut déjà considérer qu'avec la création de l'Union soviétique et sa politique de planification, eh bien les techniciens se retrouvent aux manettes. Là, en l'occurrence, on parlerait volontiers d'ingénieurs, d'agronomes ou encore d'économistes. Mais pour l'Occident, il nous faut parler tout d'abord d'un certain Thorstein Veblen. Ah, cet économiste américain d'origine norvégienne qui a une dent contre le capitalisme bourgeois ? Effectivement, et de son bouquin, publié en 1921, qui se nomme « The Engineers and the Price System ». Les ingénieurs et le système des prix ? Oui, c'est un peu l'ouvrage fondateur de la technocratie moderne. C'est ça, Veblen y détaille sa vision du monde. L'industrie est désormais ultra puissante à cette époque, mais menée par une bourgeoisie qui ne pense qu'à son propre profit. Veblen regrette qu'elle ne soit pas un moteur pour la société, elle ne ferait rien que du court terme et ne produit rien de socialement durable. Thorstein Veblen pense que le changement peut malgré tout provenir de l'industrie. Mais attention, seulement si à sa tête, on prend la peine d'y mettre les ingénieurs. Ces experts doivent donc prendre le contrôle des moyens de production qui sont dans les mains des bourgeois cupides. Et donc, un peu en miroir de la révolution russe, Veblen va même jusqu'à parler d'un soviet des ingénieurs. Et il propose un plan d'action. Les ingénieurs doivent s'organiser car ils sont les seuls capables d'améliorer la production et la distribution des biens. Tout cela, bien sûr, pour mieux répartir les richesses disponibles. C'est alors que l'histoire va lui donner un coup de pouce. Avec la crise de 1929 et l'effondrement du système financier, la pensée de Veblen va percer au grand jour. Les politiques classiques, si l'on peut dire, n'ont pas pu empêcher la Grande Dépression. Le monde est à genoux. Et l'idée d'une technocratie, donc d'une gouvernance par les techniciens, va prendre forme de manière spectaculaire. Tous parano. Tous parano. Tous parano. En réaction au désastre du début du XXe siècle, donc, est né ce que l'on a appelé alors l'ingénierie sociale. Cela s'est concrètement manifesté par l'apparition des mouvements technocratiques des 2 côtés de l'Atlantique. Commençons par les États-Unis, car c'est assez folklorique. Ouais, si on peut dire, ouais. Avec pour base idéologique les travaux de Thorstein Veblen, eh bien oui, né en Amérique du Nord, le mouvement technocrate. Figure de proue de ce mouvement, un certain Howard Scott. Un drôle d'ingénieur. Ouais, enfin, ça reste à prouver parce que c'est un homme cachotier sur son passé. On sait peu de choses sur les origines de Scott. Il a en tout cas été décrit comme un jeune homme mystérieux. Ce que l'on sait, c'est qu'il serait d'origine écossaise-irlandaise, né en Virginie en 1890. Il a prétendu avoir fait des études en Europe, mais aucune trace d'école d'ingénieur ou autre formation supérieure. En tout cas, lui, il se présente comme ingénieur et on trouve sa trace à New York, où il travaille dans la construction en 1918, un tout petit peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'établit à Greenwich Village, comme dit-il, une
une sorte d'ingénieur bohème. Un super terme, je sais pas ce que ça veut dire. C'est alors qu'il a l'idée de réunir des amis ingénieurs, techniciens et scientifiques dans un groupe nommé la Technical Alliance. Alliance technique, à pas confondre avec Alliance ethnique qui verra le jour bien plus tard. Enfin, ce groupe, en tout cas, qui n'est pas forcément simple et funky, réfléchit à la création d'une société plus rationnelle, donc dirigée par des techniciens. Et pour cela, avec un pragmatisme de scientifique affamé de données, Scott et son groupe entament une sorte de vaste enquête pour déterminer quelles sont les productions et les besoins de l'Amérique. Mais ça va pas aller très loin, cette Technical Alliance. Non, ils n'ont pas tant terminé leur enquête, qui finalement s'avère, grande surprise, être un chantier énorme. Imaginez tenter de mesurer l'entièreté de la production et de la consommation des États-Unis à cette époque. Et donc, en 1921, l'aventure se termine. Mais pas pour Scott, qui a établi des contacts et un réseau et qui fonde un nouveau groupe. En 1932, le Committee on Technocracy. Ah, enfin, le mot est lâché. Mais je crois que ça va pas non plus faire long feu, cette histoire. Eh bien non, car Scott est, dit-on, un piètre orateur et il ne parvient pas à convaincre. Et puis pire, il est démasqué. On l'accuse de n'avoir aucune compétence technique. Qu'à cela ne tienne, il fonde l'année suivante, en 1933, un parti politique, cette fois-ci, fer de lance du mouvement technocratique, Technocracy Incorporated. Ah bah voilà, ça vaut le coup de s'acharner un petit peu. Et il va avoir un succès assez inattendu, après les déboires donc de la décennie précédente, et il va gagner tous les États-Unis et le Canada. Ce parti, donc, est dirigé par des scientifiques et des ingénieurs qui se disent rationnels. Leur idée phare, c'est de tout penser et de tout gérer en termes d'énergie. Oui, parce qu'au centre de la vision de Scott, il y a ce qu'il appelle une théorie de l'énergie de la valeur. Combien de litres de pétrole sont nécessaires pour amener un melon sur votre table, par exemple ? Combien de kilos de charbon sont brûlés pour construire un immeuble ? Puis aussi, d'où vient ce charbon, et quelle énergie faut-il employer pour l'extraire ? Vous le comprenez, tout ça, finalement, c'est la suite logique de son idée originale, qui consistait à mesurer l'entièreté de la production et de la consommation des États-Unis comme préalable à une gestion idéale de la société. Je cite leur proposition. Appliquer les connaissances scientifiques et les méthodes technologiques pour la gestion du territoire selon les ressources disponibles, avec pour objectif d'atteindre le niveau de vie le plus élevé pour tous les habitants. Et au cœur du projet politique de Technocracy Incorporated, remplacer l'argent par des certificats d'énergie. Un moyen révolutionnaire de distribuer des biens et des services selon les besoins de tout un chacun. Concrètement, ce qui est imaginé, c'est des coupons d'énergie qui remplaceraient le papier-monnaie. Alors, autour de ce concept de base qui saisit déjà l'imaginaire, certaines des propositions de la Technocracy Incorporated sont plus iconoclastes. C'est par exemple la semaine de travail de 16 heures et l'unification des nations d'Amérique du Nord et centrale dans ce qu'ils appellent le Technate de l'Amérique. Le Technate, ça ferait rêver un bureaucrate de l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Alors c'est déjà assez cocasse comme idée, mais Scott n'oublie pas le décorum. Imaginez donc, les membres de Technocracy Incorporated portent tous un uniforme gris d'allure très martiale. Et ils roulent aussi dans des voitures identiques, peintes du même gris. Et ils adoptent également une hiérarchie assez stricte, avec des marches militaristes, des insignes, des saluts également militaires. Ils ont un drapeau, étonnant même, un genre de logo avec une sorte de yin et de yang, mais à la place du noir et blanc, on a du rouge et du blanc, qui représentent d'un côté la consommation et l'autre la production, l'équilibre parfait. Bref, pas mal de choses qui rappellent un petit peu les fascistes en chemise brune de la même époque en Europe, quoi. Oui, mais pour finir, ils se rebaptisent aussi avec des noms de code assez curieux. Oui, avec des suites de chiffres et de lettres. Et bah voilà pourquoi Elon Musk a donné à son fils le doux prénom de XAEA12. Oui, mais quel est le rapport avec notre histoire ? Eh ben, au Canada, le fer de lance de Technocracy Incorporated n'est autre que le grand-père d'Elon Musk. Ah ouais, donc c'est sûrement une dédicace à son aïeul, alors, ce prénom. Oui, ou un retour aux aspirations premières de ce mouvement. Bon, on peut en tout cas frémir parce qu'il faisait un peu peur, ces mecs. Oui, c'est particulièrement le cas lors de la tournée de promotion du parti. Scott a en effet eu l'idée d'organiser des défilés dans une cinquantaine de villes nord-américaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette initiative va avoir mauvaise presse.
presse. Ouais, enfin, faut dire que quand les membres de Technocracy Incorporated défilent, ça impressionne, hein, même gris sur les voitures, les saluts, tout ça. Les démonstrations publiques de cette obscure partie techno-utopiste ne parviennent pas à attirer de nouveaux sympathisants, du coup. Oui, c'est même tout le contraire qui se passe. Howard Scott est poursuivi par l'État pour déclaration nuisible aux institutions. Technocracy Incorporated est en effet suspecté de conspirer contre l'ordre établi. Alors c'est vrai qu'une planification totale, voire même une disparition de l'économie sous sa forme actuelle, inquiète les contemporains. Et puis cela suppose un changement radical dans l'industrie. Notamment la fin de l'industrie militaire, considérée par la Technocracy Incorporated comme une perte d'énergie sèche. Ils font craindre du coup la mise au chômage de millions d'Américains travaillant directement ou indirectement dans ce secteur. Et c'est peut-être ça qui va réellement leur attirer les foudres de l'opinion d'ailleurs. Voilà donc des technocrates qui comploteraient contre l'intérêt du peuple. Et ils se font même attaquer par les communistes. Écoutons Howard Scott. Nous sommes allés prêcher au coin de la rue. Le Parti communiste a écrit un pamphlet attaquant la technocratie, disant que nous enseignions la technocratie dans chaque usine. C'est un non-sens. Le magazine communiste Ouvrier du Dimanche nous a attaqués sur plusieurs pages, avec des photos et tout. Le plus amusant là-dedans, c'est que la hiérarchie catholique reprenne ça et publie mot pour mot, virgule pour virgule, dans 47 journaux diocésains. Ils se rangeaient du côté des communistes pour faire comprendre que nous étions une horrible chose. Infatigable, notre ingénieur autoproclamé va s'accrocher à sa vision toute sa vie, et ce, jusqu'à sa mort, en 1970. Mais s'il ne sera pas parvenu à transformer son utopie dans les faits, le mouvement technocratique, lui, va faire des émules en Europe, et ce, dès les années 30. Oui, c'est un peu le retour aux sources sur le vieux continent qui a vu naître ces idées. Des cellules vont naître en Hollande, en Norvège, en Suède, en Belgique, et bien sûr, en France. Nous y voilà. Retour chez nous. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Comme aux États-Unis, mais peut-être moins folklorique dans leur démarche, c'est-à-dire sans l'uniforme et le décorum, en France, la technocratie va avoir son mouvement. En 1931, une poignée de polytechniciens français se réunissent sous le nom énigmatique de X-Crise. Toujours cette passion du nom de code quand même. Mais X-Crise, c'est une appellation qui est une réaction en fait au problème du moment, rappelez-vous. Nous sommes au début des années 30, sous le choc donc de la Grande Dépression, et les politiques, en bref, ont failli tant sur un plan diplomatique qu'économique. L'intention du groupe X-Crise est, disent-ils, de fonder un véritable groupe de réflexion indépendant de toute idéologie politique et respectueux des opinions de chacun, se consacrant à une étude scientifique, mathématique et rigoureuse des problèmes économiques et sociaux. L'un de ses fondateurs se nomme Jean Coutreau. Il a 18 ans à l'époque et pour lui, la solution à la crise doit être technicienne. Le pouvoir doit appartenir aux compétences techniques en dehors de tout engagement politique. L'économie est érigée en science légitime. Il pense aussi que les rationalités et non les passions doivent gouverner. Il faut allier technique, bureaucratie et démocratie libérale. Il préconise alors une rationalisation de l'appareil d'État. Une douzaine de polytechniciens sont présents dès les premières réunions, mais le nombre d'ingénieurs désirant participer croît rapidement. X-Crise va continuer son évolution en agglomérant des membres d'horizons de plus en plus larges. En 1936, donc 3 ans plus tard, on compte 2000 adhérents, parmi lesquels 709 non-polytechniciens. Il y a des enseignants, des administrateurs ou des entrepreneurs. Et le groupe organise des études, des conférences, des notes de lecture, des débats. Tout ça s'est relayé par un bulletin mensuel. La technocratie à visage découvert semble donc souffler un vent de fraîcheur dans le paysage politique. Oui, et le groupe X-Crise a une influence importante sur l'organisation de l'État, notamment pendant la période du Front populaire, où des membres du mouvement commencent à peupler les cabinets ministériels. Certains d'entre eux accédant aux plus hautes fonctions dans le gouvernement Léon Blum. On va citer Charles Spinasse, qui sera ministre de l'économie, et qui nomme Jean Coutreau, dont on vient de vous parler, chef de cabinet. Ces hauts fonctionnaires s'affirment alors comme des techniciens du chiffre et de l'économie.
Ils mettent en place le développement de la comptabilité nationale et des normes comptables. C'est hyper sexy, hein, mais en gros, c'est l'évaluation du PIB et de tout ce qui permet d'évaluer l'économie d'un pays. Et puis, ils sont aussi à l'origine de la création du commissariat au plan, qui existe toujours. Alors, X-Crise est tout de suite attaqué par l'extrême droite, notamment par les nostalgiques de la monarchie, pour qui ces technocrates revendiqués considèrent la société comme, je cite, une simple machine aveugle et sans âme. La nouvelle administration, elle est qualifiée par Charles Maurras, le fondateur bien sûr de l'Action française, de, je cite, « César anonyme et impersonnel, tout-puissant, mais irresponsable et inconscient ». Et surtout, ce que dénoncent Maurras et ses partisans, c'est l'entre-soi de ces polytechniciens à la pensée donc unique. Mais voilà qu'une nouvelle guerre éclate sur le vieux continent. Hitler met l'Europe à feu et à sang. Vous êtes tous parano. Nous sommes maintenant dans une France sous occupation allemande. Des membres de X-Crise vont se livrer à la collaboration et d'autres même participer au régime de Vichy. Et c'est à ce moment-là que va se développer la première idée d'un complot des technocrates. Avec en figure de proue un collaborationniste convaincu, Maurice Déa. Alors lui, il est normalien, agrégé de philosophie, c'est un journaliste, un intellectuel, au parcours politique que je qualifierais presque de classique dans Tous Parano. C'est-à-dire qu'il part de la gauche pour arriver à droite toute. Oui, c'est ça. Socialiste donc dans les années 20 et 30, il est 4 fois élu député sous les couleurs de la SFIO, mais en 1933, il est exclu du parti pour ses doctrines de plus en plus autoritaristes et son soutien au cabinet Daladier qui signe les accords de Munich avec Hitler, ce qui donneront à l'Allemagne nazie l'accord pour envahir la Tchécoslovaquie. Dans la seconde partie des années 30, Maurice Déa est de plus en plus séduit par le fascisme. Il est élu député pour le compte d'un nouveau parti qui s'appelle le Rassemblement anticommuniste en 1939. Et Déa prône alors de plus en plus résolument une alliance totale avec l'Allemagne nazie. Il voit d'ailleurs dans le régime d'Hitler le modèle à suivre. Et à ce titre, il devient sur le tard, là nous serons en 1944, ministre du Travail et de la Solidarité nationale dans le gouvernement de Vichy de Philippe Pétain. Allez, on écoute un peu Maurice Déa et son amour de l'occupant. On n'attendra de moi aucune équivoque. Je ne trouve ni exorbitant ni scandaleux que l'Allemagne demande à la France de l'aider par son travail. À l'heure où toutes les forces germaniques sont jetées dans la bataille pour la défense commune, la jeunesse de France doit logiquement assumer au service du pays une charge qui lui revient comme un honneur, moyennant quoi les vieux qui attendent en vain une relève promise la connaîtront sans doute. Déa fait ainsi figure d'ultra-collaborationniste, à tel point que, pour lui, le maréchal ne va pas assez loin dans la collaboration avec l'Allemagne. Il reproche aussi à Pétain d'intégrer un peu trop de technocrates dans ses gouvernements. Mais c'est même plus que ça. Pour Déa, ces technocrates alliés avec des francs-maçons et des juifs constituent une véritable force occulte infiltrée au sein même de l'administration de Vichy. Et ce qui va nourrir sa thèse conspirationniste, c'est qu'au mois de mai 1941, Pétain et son entourage reçoivent une note secrète d'un informateur. Ouais, cette note révèle l'existence d'un pacte mystérieux, dit pacte synarchique d'empire. Celui-ci aurait été scellé peu auparavant dans l'appartement de l'industriel Jean Coutreau. Jean Coutreau, rappelez-vous, c'est l'un des fondateurs du groupe X-Crise qu'on a mentionné tout à l'heure. Eh bien, cette note, elle exposerait en détail les desseins ténébreux de la synarchie. Oui, alors, synarchie, petite précision, c'est un terme qui désigne le partage du pouvoir à la tête d'un État par un petit cercle d'individus. C'est un exercice collégial du pouvoir, en gros, mais ça renvoie pas forcément à une idée de complot. Oui, mais ici, Maurice Déa, lorsqu'il utilise ce terme, c'est pour décrire une entreprise totale de subversion, assimilable à une véritable société secrète et occulte, dotée de gigantesques pouvoirs néfastes, qui organiserait, pour le coup, un complot contre et au sein même du régime de Vichy. Ce groupe malfaisant serait toujours, selon cette note que je vous cite, composé presque exclusivement de polytechniciens et d'inspecteurs des finances ayant prêté serment. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce document fait son effet. C'est suffisant pour que les complotistes envisagent qu'un plan machiavélique est mis en œuvre par ces hommes.
L'extrême droite la plus rageuse semble faire front et Maurice Déa n'est pas isolé dans cette chasse aux technocrates. On peut lire aussi cet appel de Pierre Constantini, c'est un autre collaborationniste. Dans son propre journal Le Pilori, il écrit « J'accuse une bande organisée d'avoir fomenté un complot contre la vie et l'avenir de la patrie. Une association mystérieuse de polytechniciens, d'inspecteurs des finances et de financiers, dite Synarchie, s'est constituée depuis 10 ans en France pour prendre le pouvoir. » Une autre encore, Pierre Nicole, dirigeant à Vichy de l'ancêtre du MEDEF, qui dit ceci. « Un des chefs du Parti national-socialiste, les nazis, m'a dit être fort intéressé par les agissements des financiers qui évoluent ici autour des ministres. » Dans l'œuvre, le journal de la gauche passé à la collaboration, Maurice Déa les attaque sans relâche. Il s'en prend aux technocrates surnommés la bande de la banque Worms. Ces conspirateurs, pour le plus grand malheur du pays, auraient noyauté l'État et saboteraient la politique du maréchal. Pour les dénonciateurs du complot synarchique, la banque Worms serait en effet la maîtresse de toute l'économie française. La banque Worms reste l'une des seules autorisées par les Allemands et quelques-uns de ses plus hauts cadres font partie du groupe de technocrates appelés à des responsabilités économiques et politiques sous le régime de Vichy. Pour ces complotistes, le véritable siège du gouvernement n'était pas à Vichy, mais dans le bureau de la direction de la banque Worms, boulevard Haussmann, à Paris. Alors que le journal L'Appel promet de nouvelles révélations, mettant nommément en cause le fondateur de la banque Worms, qui est alors exilé à Londres, le ministre de l'Intérieur fait perquisitionner le siège du quotidien. Il s'ensuit qu'à la demande de Vichy, les autorités de police allemandes interdisent à l'Appel et au Pilori de publier de nouveaux articles sur le complot synarchique. Oh là, est-ce que ça signerait pas la victoire du complot des technocrates, ça ? Eh bien, c'est évidemment ce que pas mal de gens se disent dans le camp des conspirationnistes. En tout cas, la guerre aura signé une sorte de péché originel des technocrates, l'alliance des ingénieurs avec l'argent au mépris du peuple. Et ça va continuer. En plus, il faut dire qu'une fois la paix recouvrée en France, De Gaulle semble avoir une certaine appétence pour la technocratie. Il va même lui donner un nouvel élan, pour le plus grand bonheur des théoriciens du complot des technocrates. On voit ça ? Et comment ? Tous parano. Après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle, se méfiant des politiques, va livrer aux grands corps d'État la charge de prendre en main la reconstruction de la France en définissant eux-mêmes la politique budgétaire. Comme il dessine à ce moment-là une nouvelle manière de gouverner, c'est le temps des réformes, il lance un nouveau corps de technocrates spécialement éduqués pour administrer la chose publique, l'École nationale d'administration, l'ENA, qui est créée dès octobre 1945. Alors, il faut bien se rendre compte qu'après la guerre, cette nouvelle génération de technocrates se pose en héros de la modernisation de la France. La technocratie, comme l'avait imaginé Technocracy Incorporated aux USA ou X-Crise en France, 2 décennies auparavant, elle prend forme. C'est ça, et on va se mettre à tout compter, à tout rationaliser. Les 30 glorieuses qui débutent vont devoir leur salut aux techniciens de l'économie, à la nouvelle foi qui réside dans les chiffres combinés au progrès technique. Et désormais, on va clairement identifier la technocratie à la modernité. Oui, et ces technocrates modernisateurs de la France d'après-guerre s'emploient d'ailleurs à discréditer l'alternative, le traditionnalisme qu'on associe à Vichy, représentant dans cette perspective le repoussoir absolu. Mais la vie d'un technocrate n'est pas un long fleuve tranquille, et certains grincheux vont tout de suite noter quelques points qui prouveraient leur pouvoir dans l'ombre. Premièrement, les technocrates sont largement épargnés par l'épuration. Alors cela s'explique, ils ont agi dans les coulisses, loin des regards, mais surtout on a besoin d'eux pour reconstruire le pays. Et ce qui provoque de la colère et continue de nourrir l'idée d'une technocratie considérée comme un pouvoir parallèle au sein de l'administration. Ensuite, il y a l'élitisme de cette caste qui prend les rênes du pouvoir sans autre légitimité qu'un diplôme. Oui, la fonction du système polytechnicien et de l'ENA est de donner aux futurs technocrates, avec une formation théorique de haut niveau, un brevet de supériorité scientifique qui les place définitivement au-dessus du peuple. Avec l'ENA, en effet, un rôle essentiel est attribué aux connaissances scientifiques. Une culture spécifique, proprement technocratique, se renforce, dont les armes savantes sont partie prenante. En particulier les mathématiques, qui sont utilisées comme un outil de légitimation. Et apparaît en réaction ce que l'on appellerait aujourd'hui le populisme. Mais à cette époque, il porte le nom de poujadisme et il va dénoncer le complot technocrate avec force. Le poujadisme, oui, ça vient du nom d'un drôle de leader, pourfendeur de la technocratie et de l'État centralisé qui se met en place,
Pierre Poujade. Modeste imprimeur de campagne dans le Lot, il va devenir le fer de lance de tout un mouvement de lutte contre la technocratie. On va peut-être présenter un petit peu cet individu. Alors lui, il est né d'un père militant d'extrême droite à l'Action française en 1920, près d'Aurillac. Et il doit arrêter l'école à 16 ans lorsque celui-ci meurt. Et avec ses 6 frères et sœurs, il se met à travailler pour mettre du beurre dans les épinards. Et il enchaîne les petits boulots tels que typographe, prof de gym, docker ou goudronneur. À cette époque-là, on pouvait faire plein de choses. Et puis, la guerre éclate. Et il choisit un chemin que n'aurait pas renié son défunt père en s'engageant dans les jeunesses vichistes. Mais il se ravise assez vite finalement et change de camp en 1942 pour rejoindre De Gaulle sous la bannière des forces françaises libres. Et à la Libération, il revient dans le Lot. Il vend la Bible au porte-à-porte, puis il s'installe comme papetier dans sa ville natale de Saint-Céré. Et tout de suite, il s'intéresse à la politique. Il est d'ailleurs élu conseiller municipal de sa commune sous l'étiquette gaulliste de l'époque, RPF. Oui, le Rassemblement du peuple français, qui se veut ni de droite ni de gauche, même s'il penche évidemment un peu d'un côté. Et c'est là que la notoriété va arriver pour Pierre Poujade, et ce, de manière spectaculaire. Ouais, tout commence par un contrôle fiscal à son atelier d'imprimerie. C'est-à-dire que, pour reconstruire le pays, il faut des sous. Et l'administration ne rigole pas avec les impôts. Majoration à 100% en cas de refus de payer, et même de la peine de prison pour les contrevenants. La technocratie, ça rigole pas. Et donc nous sommes le 23 juillet 1953 à Saint-Céré, et une équipe de petits commerçants et d'artisans menée par Pierre Poujade s'oppose à ce contrôle fiscal. La contestation gagne bientôt l'ensemble du département du Lot, où on chante alors les louanges du libérateur. Un mouvement de flamme est né à Saint-Céré. Un homme, une grande âme, par l'impôt écœuré. Pour frapper l'injustice, un jour s'est déchaîné. Sa fougue créatrice nous a tous entraînés. Oui, Poujade d'un cœur magnanime. Avec toi nous lutterons. Et la foi qui nous anime fait que nous triompherons. Au cours de l'année 1954, le poujadisme grignote du terrain. D'abord toute la France rurale du sud de la Loire, puis ce sera la France entière. Le 24 janvier 1955, Pierre Poujade, désormais à la tête d'une organisation structurée, réunit plus de 100 000 personnes dans un grand meeting porte de Versailles à Paris. Son credo, le complot des technocrates dont l'avidité n'a d'égal que son mépris pour le peuple. Je cite Pierre Poujade. « Le polytechnicien est abruti par les mathématiques et apporte au monde des poisons. La science est discréditée. Ce n'est pas un travail. Les intellectuels polytechniciens sont des esthètes. Ils fréquentent non le bon bistrot de province, mais les bars chics de la rive gauche. » Alors le mouvement prend un tour nettement plus politique et il tente d'élargir son assise sociale et géographique, et c'est alors qu'il s'engage dans la bataille électorale. Aux élections législatives du 2 janvier 1956, l'Union de défense des commerçants et artisans de Pierre Poujade obtient près de 2,5 millions de voix et 52 députés. Et parmi ces députés, on trouve un pâtissier, un blanchisseur, 2 mécaniciens, un charcutier, un maraîcher, et aussi un étudiant en droit du nom de Jean-Marie Le Pen, qui à 28 ans devient le plus jeune député de France. Oui, il était élu dans le 5e arrondissement de Paris. Poujade tient en tout cas sa revanche contre, je le cite, les technocrates polytechniciens polyvalents ou polyvoleurs, ces polytechniciens tenant d'une science pure, abstraite, qui ne s'applique au réel que sous une forme punitive. Si nous sommes descendus dans l'arène électorale, c'est pas de gaieté de cœur, ça ne nous intéresse pas du tout, mais alors absolument pas. Mais nous y sommes rentrés parce qu'il fallait que nous y rentrions, parce que nous ne pouvions pas avoir confiance en la parole de gens qui nous avaient trahis aussi longtemps que ceux qui se présentaient en face de nous. Certains nous ont cru, nous ont fait confiance, plus de 2 600 000. Eh bien, nous disons maintenant, est-ce que nous n'avons pas tenu nos promesses? Je vous ai dit, nous rentrerons au Palais Bourbon, nous secouerons le cocotier. Est-ce que nous ne l'avons pas secoué, le cocotier?
Mais à partir de cette date, le poujadisme commence à s'essouffler. Le mouvement semble incapable de s'adapter aux règles de la vie parlementaire et il souffre d'une assimilation sans doute excessive avec l'extrême droite. L'agitation antifiscale se poursuit quand même jusqu'au début de l'année 58, mais le retour au pouvoir du général de Gaulle met un point final au mouvement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le poujadisme va laisser des traces en France et aura bien exacerbé, en tout cas, le sentiment anti-technocratique qui ne va pas vraiment cesser. D'autant plus que De Gaulle va poursuivre son entreprise d'instauration d'un État technocratique par l'arrivée de ministres techniciens dans le gouvernement et l'arrivée de hauts fonctionnaires énarques, maintenant prêts à entrer dans les cabinets. Mais pour être honnête ici, notons qu'à l'époque, c'est encore le politique qui tient les rênes. Les hauts fonctionnaires sont toujours aux ordres. Cependant, le ver est dans le fruit. Le complot pose ses fondations. L'idée d'une hydre de la technocratie prenant dans l'ombre le pouvoir va faire son chemin, avec maintenant une dimension internationale, sous la forme d'une alliance entre l'argent et la technocratie. C'est le retour, 20 ans plus tard, du complot synarchique. Tous Parano. Les graines plantées durant la guerre avec le complot synarchique ont continué de germer. Et il va refaire surface par l'intermédiaire de l'extrême droite et surtout d'un homme qui se présente alors comme un spécialiste de la haute finance et des sociétés secrètes, un certain Henri Coston. Henri Coston. Alors lui, il est bien entendu moins connu que Charles Maurras, par exemple, mais ce personnage, c'est pourtant une figure de l'extrême droite française. Sa biographie, rapidement, il est né à Paris en 1910 et il milite dès l'âge de 15 ans chez les monarchistes de l'Action française. Il souscrit alors aux thèses antisémites d'Édouard Drumont, l'auteur de La France juive, bien sûr, et anti-dreyfusard acharné. Coston devient employé de banque et il dévore alors, comme un passionné, toute la littérature anti-juive à sa disposition. Et ça va en faire un antisémite viscéral. En 1930, il crée les Jeunesses anti-juives. En 1935, il édite une version française des Protocoles des Sages de Sion. Il développe également une obsession hostile envers la franc-maçonnerie. On l'écoute. Dans ma jeunesse, j'ai été employé de banque pendant quelques années. Et là, comme je débutais, on me faisait classer les notices sur les sociétés financières. Et j'ai pris goût. Et alors là, j'ai remarqué qu'il y avait des noms qui reparaissaient à chaque instant dans toutes sortes de sociétés. C'était toujours les mêmes personnages ou les mêmes familles qui reparaissaient. Et c'est ainsi que je me suis dit, il y a là quelque chose d'anormal. Je crois que c'est nécessaire de connaître le dessous des cartes si on veut combattre l'adversaire efficacement. En 1936, Henri Coston se lance dans la politique. Il part en Algérie pour se présenter aux élections législatives en qualité de candidat anti-juif, aux côtés du docteur Moll, le maire d'Oran. Ensemble, ils recueillent 9% des voix. En vérité, il est meilleur polémiste qu'orateur. Oui, alors il reprend la plume. En 1937 paraît son ouvrage « La France, colonie juive ». Et puis arrive la guerre et l'occupation lui permet de déployer son talent. Dans le journal dont nous vous parlions il y a quelques minutes au pilori, il dépouille les archives de la franc-maçonnerie qui a été interdite, par exemple. Car si on peut lui reconnaître un talent, pour reprendre ton expression, eh bien c'est sa connaissance livresque. Henri Coston, c'est un rat de bibliothèque, un obsessionnel de l'archive, et sans complexe, il crie haut et fort sa haine. Oui, il voit des juifs partout. Alors je cite, attention les oreilles. En un mot, toute l'économie française se trouvait depuis 50 ans sous la coupe d'Israël et de ses banquiers. La France ne recouvrera son indépendance économique et sa prospérité qu'en éliminant d'une manière radicale les parasites juifs qui s'étaient abattus sur notre malheureux pays comme des vautours sur un charnier. Bon, en tout cas, y compris grâce à ton interprétation, je crois que nous avons bien cerné le personnage. Qui, vous vous en doutez, chers auditeurs, va faire son miel des diverses rafles qui auront lieu sous l'occupation. Il va participer activement à la traque des Juifs et des francs-maçons à ce moment-là, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi l'après-guerre, notamment lorsqu'en 1962, il sort un livre intitulé « Les technocrates et la synarchie ». Ouvrage où la théorie du complot est omniprésente. Les technocrates considérés comme de nouveaux agents, là encore animés par des intérêts occultes,
occulte, infiltrant les strates de l'État. Pour lui, la synarchie apparaît comme la conspiration majeure. Il estime que les technocrates forment une nouvelle classe dirigeante qui ne dit pas son nom, une caste de privilégiés qui contrôle toutes les ressources de la nation et qui détient directement ou indirectement tous les moyens de production. Et Coston va internationaliser ce complot en remettant sur la table la question de la conspiration synarchique apparue durant la guerre. Les banques et les technocrates préparent dans l'ombre notre asservissement. Et pour cela, ils placent leurs pions depuis des décennies sur tout le globe pour tirer les ficelles de l'histoire. Un homme cristallise alors ce puissant ressentiment, Jean Monnet. Jean Monnet, il a le CV pour cela. Celui-ci a fait fortune aux États-Unis dans le négoce d'alcool sous la Prohibition. Son père était producteur de cognac. Et puis ensuite, il est devenu banquier et il n'est revenu en France qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et au niveau de ses convictions politiques, s'il est plutôt anti-parlementaire, il milite surtout pour des institutions supranationales. C'est celui qui est à l'origine de la SDN, la Société des Nations, et il est considéré comme le père de l'Europe et aussi plutôt le rival de De Gaulle. Ce qui a débuté durant la guerre entre ces deux hommes, c'est une sorte de bras de fer et ça s'est poursuivi dans les années 50-60. Monnet, lui, n'est pas un souverainiste, mais plutôt un internationaliste et il pousse d'ailleurs pour des accords de libre-échange et il est parvenu notamment à concourir à la création de la CECA. La CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et son action aboutit ensuite au traité de Rome, fondateur de la CE, la Communauté économique européenne en 1957 et puis aussi à l'intégration, quelques années plus tard, du Royaume-Uni. Voilà pour le CV de Jean Monnet, et vous l'aurez compris. Pour Henri Coston, ce personnage est tout ce qu'il y a de plus détestable. Il est l'archétype de l'individu qui met en place un échiquier mondial de technocrates au mépris des nations et au service de l'argent. Selon Coston, en effet, la synarchie, telle l'hydre, se serait réincarnée dans des groupes d'influence, comme le groupe Bilderberg, qui a vu le jour en 1954, encore une fois sous l'impulsion de Jean Monnet et de la franc-maçonnerie. Coston parle de gouvernement technocrate invisible, avec une organisation qu'il décrit comparable à celle des Illuminés de Bavière, en cercle concentrique. Oui, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on y trouverait des décideurs discrets au centre et des cercles de technocrates autour qui sont de moins en moins initiés et informés. Et puis lors de rassemblements, viendraient des invités ponctuels qui peuvent potentiellement devenir des recrues. Dans une telle construction, selon la revue de Henri Coston, les peuples n'ont plus leur mot à dire et les gouvernements ne sont que les complices ou les marionnettes d'une technocratie mondialisée qui, obéissant à un plan préétabli, met la planète en coupe réglée. Coston, jusqu'à sa mort en 2001, n'aura de cesse de dénoncer ce complot technocrate au service de l'argent. Une conception finalement très proche des théories du complot judéo-maçonnique ou du nouvel ordre mondial, pour ceux qui auraient écouté notre épisode sur ce sujet. Oui, et pour ceux qui ont séché l'épisode, sachez que le New World Order, nouvel ordre mondial, c'est le complot des élites mondialisées qui travaillent à la ruine des États et des peuples, avec en ligne de mire la mise en place d'une dictature à l'échelle planétaire. Mais revenons à notre technocratie. Notre histoire ne s'arrête pas là, loin s'en faut. Car il faut dire que durant la deuxième moitié du XXe siècle, les technocrates vont effectivement, peu à peu, s'imposer dans le paysage politique et apporter de l'eau au moulin des conspirationnistes. Et en premier lieu, chez nous, la France, la patrie de la technocratie. Oui, alors tout ça me paraît bien alléchant, mais il faudrait peut-être faire une pause, tu crois pas, avant d'attaquer tout ça ? Oui, tu as raison, on va vous laisser souffler un petit moment. Bon, même si on peut se retrouver tout de suite si vous le souhaitez pour la partie 2 de cet épisode. Oui, n'allez pas croire que ça devient une habitude, mais il y a comme ça certains sujets qui méritent un peu plus de longueur, alors cet épisode est également en 2 parties. Mais vous le savez, on ne se quitte jamais comme ça. On va s'écouter un petit morceau quand même, Geoffroy. Oui, on va s'écouter un morceau comme d'hab, bien sûr, mais avant ça, faudrait peut-être pas qu'on oublie de faire notre petite annonce, tu sais. Ah oui, bien sûr, ouais, je la tête. Nous faisons partie d'un collectif de podcasteurs. Oui, un label même, peut-on dire. C'est le label de podcast Tout Savoir. Donc on vous invite à y jeter un œil et les 2 oreilles en allant sur le site du label toutsavoir.fr. Et vous verrez, ça regroupe plein d'articles, plein de podcasts réalisés par des copains. Oui, il y a plein de belles choses, de la culture générale, de l'histoire, des sciences, de la littérature, du cinéma, enfin, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Bon, et pour revenir à notre petit morceau de fin, on écoute quoi alors aujourd'hui ? Eh bien, on va écouter le morceau
d'un illustre inconnu. Ah. Oui, un certain Hugo Bourgeois, alias Mélango, un chanteur qui semble s'inscrire dans la mouvance Gilets jaunes. Oui, inconnu, ou presque, hein, on peut le dire. Et je crois qu'il a fait 24 vues avec ce morceau. Mais nul doute qu'on va lui donner un coup de pouce, enfin je l'espère pour lui. Surtout que c'est sympa son morceau, une chanson faite à la maison, et qui s'appelle tout simplement Les Technocrates. Ah. Hugo Bourgeois. Hugo Bourgeois, le bien nommé. Costume noir, chemise blanche et cravate. Les technocrates ont découpé le monde en quatre. Un seul chemin, 4 dictates. De leur tour, leur bureau, leur casemate. Les technocrates ont lâché comme des chiens d'attaque leur bulldozer, leur 4x4. Costume noir, chemise blanche et cravate. Les technocrates ont découpé le monde en quatre. Un seul chemin, 4 dictates. Droit au but, droit devant, ils impactent. Les technocrates, sans souci du monde, ils formatent, ne voient jamais le bout de leurs actes. Costume noir, chemise blanche et cravate. Les technocrates ont découpé le monde en quatre. Un seul chemin, 4 dictates. Tour d'ivoire, de défense, tour de cartes, noyé dans des cieux écarlates. À la manière de Ponce Pilate, il se savonne le technocrate. Dieu puissant, Jéhovah ou Bouddha, qui que tu sois, où que tu sois, dis-moi si tu portes sur toi un costume noir et une cravate.